La pénitentiaire, c'est évidemment fondamental. La politique carcérale, elle est essentielle parce qu'elle a une influence sur l'ensemble des autres politiques de protection de la sécurité de la population française. Quand on en vient à prendre des décisions en tenant compte du niveau de surpopulation de nos prisons, ça pose un problème. Hein, on doit prendre une décision et c'est en gros la pénitentiaire qui doit suivre. Là, c'est le manque notamment de place qui a une influence directe sur les aménagements de peine, etc. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Beaucoup des ministres des gardes des Sceaux ont été très intéressés par le développement de peines aménagées, non pas tant pour des raisons de réinsertion, d'humanisme et autres considérations tout à fait honorables, mais en réalité pour pouvoir permettre de faire baisser la pression en matière de surpopulation de nos prisons françaises. Donc cette situation n'est pas admissible. Lorsque l'on veut rétablir la sécurité, il faut s'en donner les moyens, d'autant que les conséquences, évidemment, de cet abandon un peu de la politique pénitentiaire, c'est le mal-être du personnel pénitentiaire. Ce sont des effectifs qui ne sont pas suffisants. C'est un personnel pénitentiaire qui vit dans des conditions éminemment difficiles, parfois même des conditions sanitaires difficiles, car encore une fois, l'établissement que nous avons vu là est un établissement neuf. Il a 11 ans, c'est neuf pour un établissement pénitentiaire. Hein. Mais il y a évidemment, et vous le savez bien, d'autres prisons qui sont dans un état tout à fait épouvantable. Donc non seulement ils travaillent en prison, ce qui est en soi déjà pas facile, mais dans des conditions qui sont dégradées et avec des sous-effectifs et de surcroît sans qu'on leur donne les moyens d'assurer totalement l'intégralité de leur sécurisation. Voilà. Donc nous avons été reçus par le chef d'établissement qui nous a fait visiter. Nous avons donc visité certains endroits de la prison, les parloirs, les lieux de vie, de vie familiale, les cellules, etc. Donc c'était effectivement intéressant et on a évoqué toutes les difficultés qui étaient celles précisément des effectifs, parce que c'est quand même beaucoup, la surpopulation et les effectifs sont les deux problèmes majeurs de l'administration pénitentiaire. Nous sommes passés le long d'un certain nombre de cellules où nous avons pu bénéficier du langage fleuri de certains. Et on s'est dit, en sortant de là, je crois que je n'étais pas toute seule, qu'est-ce que ça doit être difficile de travailler dans cet environnement. Hein. Et on aimerait bien ne pas les croiser le soir en bande. Voilà. Tellement le comportement et les propos sont d'une violence rare, en quelque sorte des adeptes de Mehdi m'éclatent. Quotidien, effectivement, nous sommes assujettis à ces insultes, à ces brimades, à ces revendications. Oui, attention, ces menaces, on va toucher à votre famille, etc., etc. Donc, effectivement, ça, c'est une chose qui est nouvelle. C'est ça qui nous fait peur. Ouais. Beaucoup d'agents pénitentiaires nous disent aujourd'hui, c'est quand il n'y a pas de violence et d'insultes et de menaces qu'on trouve ça étonnant. Quoi. Tout à fait. Certes, c'est notre quotidien à l'intérieur. C'est notre métier, nous le connaissons. Notre problème aujourd'hui, c'est que cette violence transpare les murs. Elle vient sur l'extérieur. Ça peut toucher aux familles. Vous avez peur pour vos familles? Effectivement. Il y a un an, 2 collègues sont fait lâchement agresser sur le parking du CFA pénitentiaire de Blanche-le-Connin. À aujourd'hui, après un an, l'enquête, elle est nulle. On n'a aucune info sur ces personnes qui ont accueilli. Voilà. Ils les ont, pour les journalistes, oui. Ils les ont écrasés. Ils les ont écrasés, effectivement. Donc il y a une collègue, pour votre information, qui a été percutée par une voiture à 7h15 du matin, qui a été traînée sur une vingtaine de mètres, donc qui a dû être déportée, parce qu'elle avait effectivement beaucoup de souffrances physiques. Alors, c'est vrai que, comme je vous dis, il y a une suite logique dans la politique pénale que nous voulons voir mettre en œuvre. Moi, mon projet a un certain nombre de volets, évidemment, qui la concernent. Le premier volet, pour aller un peu en amont, c'est bien sûr le nombre de policiers dans la chaîne pénale. Vous savez que nous sommes pour le recrutement de 15 000 policiers et gendarmes pour pouvoir reconstituer, et même au-delà,
les effectifs qui ont été supprimés, notamment lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. La tolérance zéro, bien entendu, enfin je dis bien entendu, mais c'est exactement l'inverse qui a été fait quand même depuis deux quinquennats là encore, c'est-à-dire l'abrogation des lois laxistes dont Madame Taubira est en quelque sorte le symbole, et qui là encore permet de laisser en liberté des gens qui sont condamnés pourtant à des peines de prison qu'il est assez difficile de se voir infliger, ou en tout cas quand on se les voit infliger, c'est qu'on a vraiment commis des faits qui sont extrêmement graves. Le rétablissement des peines planchers, et la suppression des remises de peine automatiques. Voilà, aujourd'hui, il y a des remises de peine automatiques, et lorsqu'un détenu se tient mal, on va annuler la remise de peine automatique. Tout ça n'a absolument aucun sens. Il faut qu'il n'y ait pas de remise de peine automatique, et que la remise de peine, précisément, ce soit la contrepartie d'un détenu qui fait des efforts de réinsertion, qui se comporte correctement dans le cadre et au cours de sa détention. La lutte contre la délinquance des mineurs. Le problème des mineurs est un problème majeur, pardon de ce jeu de mots, mais c'est de plus en plus vrai, avec une ultra-violence des mineurs, de plus en plus, en l'espace d'une quinzaine d'années, le niveau de violence des détenus, y compris en parole, mais vous savez, une parole, ça peut être extrêmement violent, a augmenté d'une manière tout à fait considérable. Donc ça va passer par la suppression des aides sociales aux parents des mineurs récidivistes en cas de carence éducative. Je veux dire, il n'est pas question de sponsoriser des parents qui manifestement créent les conditions d'une nuisance importante pour la société par l'intermédiaire de leur carence, ou à cause en tout cas de leur carence éducative. Donc là aussi, il faut, pour responsabiliser ces parents qui pensent qu'ils n'ont pas de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants, il faut prendre ces mesures qui, à mon avis, auront de très bons résultats. J'en suis convaincu. Vous le savez, j'ai introduit dans mon projet la perpétuité réelle incompressible, parce que je pense qu'il est des crimes odieux qui ne peuvent être sanctionnés que par une peine de prison qui permettent d'être protégés définitivement de ceux qui les ont commis. Là encore, je sais que ces peines de prison incompressibles nécessitent la mise en place peut-être d'une structure pénitentiaire qui soit adaptée, et donc nous mettrons en place les conditions pour cette détention, cette incarcération particulière. 40 000 places de prison en plus en 5 ans, c'est un coût, c'est sûr, hein, c'est 2,3 milliards sur 5 ans, mais c'est un coût absolument nécessaire pour assurer la sécurité dans notre pays. Voilà, absolument nécessaire. Aujourd'hui, on est en situation de surpopulation, mais il faut quand même que vous sachiez qu'il y a une partie non négligeable de ceux qui devraient être incarcérés qui ne le sont pas. Et qu'un certain nombre de magistrats, d'ailleurs, ou de juges d'application des peines, en réalité prennent leurs décisions en fonction du nombre de places qui sont disponibles. Et comme il n'y a pas de place disponible, voilà, hein, CQFD, les conséquences, c'est qu'on laisse libres des gens qui sont des dangers pour la société. Et ça n'est pas supportable. Donc ce plan de 40 000 places de prison, il est ambitieux, mais il est absolument nécessaire. Il n'est pas d'ailleurs obligatoirement des places de prison dans des centres de détention, hein, de la création de centres de détention. Il faut un peu de tout, y compris des établissements qui permettent de faire de la semi-liberté pour des, entre guillemets, primo-délinquants. Hein, je dis entre guillemets primo-délinquants parce qu'il est inutile de vous dire qu'avec le système pénal français aujourd'hui, personne quasiment n'est primo-délinquant. C'est la première fois qu'ils viennent en prison, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'ils commettent des actes de délinquance. Parce qu'avant d'arriver en prison, il faut en faire quand même. Hein. Mais il n'en demeure pas moins qu'il peut exister des centres semi-ouverts ou semi-fermés, ça dépend, hein, c'est un petit peu le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Mon idée était évidemment d'arrêter les ventes massives
auxquelles on assiste depuis des années, de structures qui sont des structures qui appartiennent à l'État, qui sont des structures qui accueillent déjà du public et qui pourraient être assez facilement et à peu de frais transformées en centres semi-fermés. C'est le cas des casernes, c'est le cas des hôpitaux. L'État vend, mais c'est dommage parce que ce serait vraiment là le moyen de pouvoir sortir des places pour soit des délits peu graves, soit des primo-délinquants. Voilà, il y a toutes les possibilités, soit d'ailleurs des détenus qui se comportent correctement et qui auraient le droit ainsi d'accéder à ce régime, qui est un régime évidemment beaucoup plus simple, puisqu'il permet de travailler et de rentrer la nuit en prison. Expulsion automatique des délinquants et des criminels étrangers. Voilà, automatique. À la fin de la peine, dehors. Dehors. Il n'y a absolument aucune raison, aucune, pour que la France soit obligée de conserver sur son territoire des gens qui, alors qu'ils y ont été accueillis, se sont comportés en violant la loi par l'intermédiaire de délits ou de crimes. Et c'est également dans mon projet, vous le savez, je souhaite engager une vaste réflexion pour obtenir des accords bilatéraux avec les pays dont sont issus les délinquants étrangers, afin d'envisager les conditions pour qu'ils effectuent leur peine dans leur pays d'origine. Quitte d'ailleurs à ce que la France contribue intégralement ou partiellement à cette détention dans le pays d'origine. Je pense que ça libérerait là aussi beaucoup de places de prison. Il y a 25% d'étrangers ici, dans ce centre pénitentiaire. C'est 25% de places qui permettraient d'éviter la situation de surpopulation systématique que nous vivons, d'autant que l'expulsion évite évidemment la récidive et donc le retour dans des centres pénitentiaires qui sont surchargés. Le rattachement, je l'ai dit tout à l'heure, de l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur et parallèlement le renforcement du renseignement pénitentiaire, c'est essentiel parce qu'il ne faut pas que les prisons françaises deviennent l'université du djihad ou du fondamentalisme islamiste, ce serait quand même un peu dommage. Or, on sait très bien quand même que les surveillants pénitentiaires, par leur place tout à fait privilégiés auprès des détenus, sont les mieux placés, évidemment, pour savoir ou pour percevoir les différences de comportement qui permettent de détecter la radicalisation d'un certain nombre, avec bien sûr le souhait que nous émettons qu'il n'y ait pas, encore une fois, de recruteurs, ou en tout cas que quand les recruteurs, car il en existe, sont détectés, ils puissent être mis en dehors de tout contact avec les détenus. Augmentation du nombre de magistrats. Il n'y a pas assez de magistrats dans notre pays. Il n'y a pas non plus d'ailleurs assez de magistrats instructeurs dans notre pays. Et nous proposons d'augmenter notamment le recrutement au tour extérieur, car il est parfaitement envisageable que d'anciens gendarmes, que d'anciens commissaires ou que d'autres professions juridiques puissent bénéficier de l'accès à la magistrature et ainsi renforce le nombre de magistrats et donc la rapidité de la justice, ce que tous les Français, je crois, attendent. Enfin, et j'en terminerai par là, la suppression de l'École nationale de la magistrature. Il n'y a absolument aucune raison pour qu'il y ait une école nationale de la magistrature qui, en l'occurrence, pourrait parfaitement être totalement modifiée. Moi, je plaide depuis de nombreuses années pour qu'il y ait un cursus commun avec les avocats. Il n'y a quand même pas non plus une différence fondamentale entre le travail de magistrat et le travail d'avocat. Et après, comme pour les avocats, qu'il y ait des écoles régionales qui permettent voilà, la mise en situation, en quelque sorte, comme il existe des écoles d'avocats qui dépendent des barreaux. Il y aurait des écoles de magistrats dans chaque région française pour pouvoir leur donner le dernier enseignement spécifique à leur profession. Une des raisons aussi pour lesquelles on souhaite
en fait, relier l'administration pénitentiaire et le mettre sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur, c'est aussi pour pouvoir avoir une complémentarité en matière de renseignement. Alors je sais que des renseignements ont vu jour depuis peu dans l'administration pénitentiaire, donc c'est en plein essor. Hein, donc le travail de surveillance, c'est de repérer, parce que c'est la base en fait, le travail d'observation du surveillant, c'est la base, c'est ça qui permet de remonter à des informations importantes. Et ce travail-là, donc, il vient en plus de nos missions. Alors, on essaye de s'y atteler au quotidien, c'est pas toujours facile, mais on y porte une importance, parce qu'on sait que c'est important. Mais à peu près l'intégralité des terroristes qui étaient sur notre sol. Hein. Oui, c'est-à-dire pas ceux qui sont arrivés de l'extérieur, sont passés par la casse-prison plusieurs fois. Complètement. Plusieurs fois. Donc c'est là où notre rôle est important. Notre rôle est important. Et on sait que c'est une mission importante de notre métier. Ça a changé avec le temps. Il y a 10 ans, on ne parlait pas de ça. Aujourd'hui, c'est ça. On a une autre question, c'est qu'il semblerait que l'encadrement légal qui est mis en œuvre, notamment d'ailleurs au travers d'un certain nombre de directives européennes, pour vous permettre de faire les fouilles, la régularité, les conditions des fouilles, etc. Ces directives vous ont rendu le travail très difficile. Beaucoup de choses ont changé. Donc effectivement, la fouille corporelle, après un parloir, après des choses comme ça, est devenue compliquée. Il y a eu l'abrogation de l'article 57 qui interdit tout détenu d'être fouillé après un parloir. Donc effectivement, pour nous, c'est aberrant, parce qu'effectivement, durant ces parloirs, beaucoup de choses peuvent rentrer. Donc, je ne parle pas de shit, etc. Je parle de choses, ça peut être plus compliqué, on peut imaginer des armes, on peut imaginer du plastique, on peut imaginer plein de choses. Il y a eu. Donc vous voulez le retour de l'article 57 ? Complètement, ouais. Complètement. L'article 57 qui nous permet... Une directive européenne. Je suis d'accord, mais qui nous permet effectivement de fouiller. Parce qu'effectivement, sans fouille, on peut laisser entrer n'importe quel objet. Y compris au détriment de votre propre sécurité. Complètement, complètement, c'est clair. Au-delà de ça, il y a... Bien, merci beaucoup. Le travail, encore une fois, de surveillant pénitentiaire est un travail très difficile, très compliqué et qui est payé très mal. Et la condition de sous-effectif dans lequel il travaille, les conditions de surpopulation des établissements pénitentiaires est quelque chose auquel la politique doit apporter une réponse.